Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans votre émission Le Club des Sports. Autour de moi, la team au complet. Daïdom Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ibrahim et Ravi bonsoir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. À vos côtés, Aruna. Aruna, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À gauche, Salif Diallo. Salif, bonsoir. Bonsoir. Puis Demba Varor. Demba, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Voilà donc la team du Club des Sports au complet ce soir pour attaquer le premier thème. Il va porter sur l'élection du président de la Confédération africaine de football. Nous sommes en ce moment à 2 mois de l'échéance. Mais ces derniers jours, l'actualité liée à cette élection a été très fournie avec la décision du comité de gouvernance qui a retenu les candidatures de Maître Senghor et de Jacques Anouma. Et après, cette commission de gouvernance dit qu'elle fera des contrôles supplémentaires par rapport aux candidatures de Motsepe et de Ahmed Yahya. Il y a eu aussi cette décision du comité d'urgence qui donne l'ordre à la commission de gouvernance de travailler en parfaite collaboration avec la FIFA pour donner la liste définitive des candidats dans les plus brefs délais. Je pense que c'est un bon prétexte pour revenir sur les coulisses de cette élection. Ndaïdom Diouf, est-ce que la FIFA est derrière toutes ces décisions qu'on a pu noter ces derniers jours? Il y a de quoi le penser. Et si on voit comment se sont déroulées les choses, puisque cette commission de gouvernance, comme l'a dit le président Maître Michel, c'est une commission qui est indépendante et qui prend des décisions par rapport à ce qui se passe au niveau de cette instance. Et comme il l'a dit dans la fin du mémorandum, c'est pour protéger la structure qu'est la CAF. Et si on voit qu'après avoir pris cette décision de valider les candidatures de Maître Augustin Senghor et de Jacques Anouma et de demander aux 2 autres, que sont Motsepe et Yahya, de passer donc le 28 janvier pour un oral, pour valider, parce que en fait leur candidature est éligible, mais il y a des compléments à faire. Et donc après cette décision, tout le monde était d'accord. On n'a pas entendu de remous. 2 jours après, on convoque un comité d'urgence. Qu'est-ce qui a motivé la convocation de ce comité d'urgence? Et ce comité d'urgence, quand on lit la note qu'ils ont sortie, c'était juste par rapport à cette décision, pour demander à la commission d'être en rapport avec la commission de contrôle de la FIFA. À quelle fin? Et pourquoi? C'est les questions que les gens se posent. Pourquoi la FIFA, on doit déposer ses candidatures au niveau de la FIFA? Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi est-ce qu'on le fait cette fois-ci? La mise sous tutelle a été faite depuis le mois d'août et c'était terminé. Donc la CAF avait repris son indépendance. Pourquoi aujourd'hui, avec cette élection, on demande à la FIFA de valider les candidatures? Mais le contrôle d'éligibilité de la FIFA était bien connu de tous les candidats avant le processus électoral. Oui, c'était bien connu. Maître Augustin Senghor, on l'a invité sur notre plateau de Galaxy. Il nous avait dit que après le contrôle d'éligibilité de la CAF, il y aura celui de la FIFA aussi. Absolument, il y aura celui de la FIFA, mais disons, c'est la manière dont cela a été fait qui heurte les gens. Parce que c'est vrai que la FIFA est l'organe suprême qui gère le football mondial et que les confédérations, il a un droit de regard sur toutes les confédérations. Mais comment est-ce qu'elle doit le faire, la FIFA? Comment est-ce que on doit procéder à cela? Cela, c'est toujours fait du temps d'Ayatou, mais pas de manière aussi dictatoriale, je devrais dire. Mais c'est tout à fait normal que la FIFA ait un droit de regard sur les confédérations parce que ça gère la gouvernance du football mondial. Mais il y a des procédures, il y a des manières de faire. Et si, au niveau de la commission de la gouvernance, Maître Michel sort un mémorandum pour rappeler tout cela et pour remettre les choses à l'endroit en convoquant les textes qui régissent la CAF, c'est parce qu'il y a peut-être un vice de forme. C'est parce qu'il y a mal donné, il y a une manière qui a été faite et qui ne devrait pas se faire. Donc si les gens s'interrogent avec tout ce qui s'est passé, la suspension du président Ahmad, comment cela s'est déroulé, et même son élection, donc tout est parti de là. Aujourd'hui, la FIFA est toujours dans cette logique. Ce qui se passe au niveau de la Confédération africaine de football ne se passe dans aucune autre confédération. Arnaud, est-ce que vous suspectez justement la FIFA d'être derrière tout ce qui s'est passé dernièrement? Absolument, ça va de soi que s'il n'y avait pas la main de la FIFA, le comité d'urgence de la CAF ne se serait pas réuni. On sait tous
Et c'est un secret de polichinelle à travers le monde que Omari, qui assure la vice-présidente de la FIFA, et à la solde d'Infantino, il exécute les ordres que la FIFA lui donne. Ça ne fait pas de doute. Il convoque une réunion d'urgence alors que le processus n'est pas terminé. Ils auraient pu attendre le 28, quand le comité de gouvernance aura fini de boucler le processus d'élection, de désignation des candidats, pour se réunir, parce qu'ils ne peuvent pas s'immiscer. Justement, le comité a été créé justement pour éviter que le comité exécutif et les instances régulières de la CAF ne puissent manipuler les élections. Vous parlez du comité de gouvernance qui est un organe indépendant. Totalement indépendant. Et c'est sur instigation de la FIFA. C'est la FIFA qui a instauré ces comités-là parce qu'ils estimaient qu'il y avait des magouilles. Or, vous mettez une structure indépendante qui est là censée veiller à ce qu'il n'y ait pas de magouilles. Elle fait son travail correctement. Elle se donne le temps de vérifier, parce qu'elle n'a pas dit que les MOTCP et Yaya ne sont pas éligibles. Elle a bien dit leur candidature est acceptable, validable, mais qu'il y a complément d'information et qu'ils vont être auditionnés le 28 janvier. Pourquoi se presser et ne pas attendre le 28 pour leur permettre d'être validés définitivement? S'ils avaient dit qu'ils ne sont pas, comme dans le cas d'Ahmad, ils avaient invalidé ces candidatures, on aurait pu comprendre. Mais là, en s'affichant de la sorte, la FIFA lève le voile, se dévoile, elle se trahit quelque part. Parce qu'en tirant les ficelles et en tirant trop sur la ficelle, elle montre que son candidat n'a pas été validé dès le coup de gong de départ. Et donc, elle cherche une solution pour faire en sorte, pour montrer que c'est elle qui va décider, comme elle a décidé de l'élection d'Ahmad. C'est la FIFA qui a parrainé Ahmad pour faire tomber Hayatou. C'est vrai que c'est les Africains qui votent, mais on sait tous que beaucoup de présidents de fédérations dans ce continent qu'est l'Afrique votent à la demande des hauts d'en haut de la FIFA. Infantino ne s'est jamais caché pour dire que c'est lui qui a fait élire Ahmad, parce qu'il fallait casser le système qui était là. Ils se sont rendus compte que leur candidat, l'homme qu'ils ont installé, n'était pas à la hauteur de la mission. Et avant même qu'il ne commence son mandat, tout le monde s'en était rendu compte. Aujourd'hui, ils veulent encore tirer les ficelles, imposer une tête aux Africains. Et je pense que c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités, parce que ce comité indépendant-là, au moins son président a eu le courage de dire à ces messieurs-là du comité d'urgence qu'ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans ce qu'il fait. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il doit attendre la fin du processus. Et après, il y a des voies de recours. Mais venir en plein milieu du processus, s'immiscer de la sorte, je pense même que c'est de mauvais aloi et que la FIFA aurait dû avoir un peu plus faire preuve de plus de tact et éviter qu'on se retrouve dans une situation où finalement on se demande s'ils auraient eu le courage de faire ça si on était à l'UEFA ou dans la Confédération américaine, ou asiatique ou sud-africaine. C'est seulement en Afrique qu'on vient nous dicter, comme toujours, ce qu'on doit faire. Et je pense que ça doit cesser avec cette élection-là. Salif Diallo, est-ce que vous pensez que c'est Gianni Infantino qui tire les ficelles de loin dans cette élection? Bon, moi, je suis un agencier. Je vais me limiter aux faits, d'abord. Mais vous avez un point de vue quand même. Bien sûr, je vais dire ce point de vue-là. Il y a des soupçons très, très visibles. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais vous avez bien fait de rappeler que c'est connu d'avance qu'après le comité de gouvernance, la commission de gouvernance de la CAF, il y a le comité d'éthique qui valide les dossiers. Mais ce qui est plus dérangeant, quand même, tout le monde sait en juillet 2019, à la création de cette commission de gouvernance-là, que c'est une commission indépendante. C'est comme ici, dans notre pays. Composé d'éminents avocats. Avocats, non, mais mieux encore, même si ce n'était pas composé d'éminents avocats, quand même, c'est comme ici, par exemple, la Sénat ou la CENI, le président de la République se lève un peu en pleine élection ou bien en pleine campagne électorale, il te dit que non, la CENI, c'est cette décision-là que vous devez prendre. Or, lui, il est candidat. C'est ça qui fait la bizarrerie. Ensuite, ça, c'est le premier niveau de lecture. Après la sortie du communiqué de la commission de gouvernance, comme l'a dit Aruna, aucun candidat n'a pipé mot. Au contraire, ceux qui ont parlé se sont félicités. Je veux parler des deux candidats validés et de l'un des deux candidats, le président Ahmed Yaya, qui a dit qu'il va se rendre avec enthousiasme à... Il avait fait un tweet là. C'est ça. Mais un jour après, il vient faire un autre comité pour être... Pour incendier carrément la commission de gouvernance. On ne comprend pas. Aujourd'hui, est-ce que le président Constant Omari, je n'ose pas croire qu'il ne sait pas ce que c'est une commission indépendante.
Parce que s'il sait ce que c'est une commission indépendante, ses attributions, je ne peux pas imaginer qu'il s'insère un peu dans ce processus électoral. Il doit attendre à la fin. Si les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à interjeter au niveau du TAS. Ils ont la possibilité de le faire. Mais pas comme ça, comme ils l'ont fait quand même. Vous aussi, Demba Valor, est-ce que vous soupçonnez la FIFA d'être derrière tout cela, de manœuvrer en coulisses? Vraiment, c'est clair. C'est clair. C'est clair que il y a la main de la FIFA. C'est clair qu'il y a la main de Infantino. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est nous, Africains, qui avons laissé faire depuis très longtemps. Parce que ce qui se passe à la FIFA, on sait tous que c'est anormal. Mais est-ce qu'on a vu un dirigeant de la CAF, la Fédération ivoirienne de football, en plein processus électoral, c'est vrai qu'un candidat a saisi la FIFA. Ce candidat-là n'a même pas saisi la CAF, a saisi directement la FIFA. Et la FIFA Vous voulez parler de Didier Drogba. Didier Drogba. La FIFA Attends, il faut peut-être préciser une chose. Je pense que c'est très important. Ndeye a dit non. Les confédérations ne sont pas membres de la FIFA. Hein. C'est les fédérations qui sont membres de la FIFA. Oui. C'est pour préciser. Préciser. OK. Ça permet. Non, Ndeye avait dit ça. C'est pour un peu mettre les gens... Non, ils ne sont pas membres. Donc, ils ne sont pas membres, mais ils ont droit de regard. Ça fait combien de temps que le processus électoral en Côte d'Ivoire est bloqué? Ça fait combien de temps que la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir son président, qu'on n'a pas fait les élections alors que c'était appelé depuis, je pense, le mois de septembre ou le mois d'octobre qu'on devait faire les élections. Aucun dirigeant africain n'a pipé mot. Et on sait que la FIFA veut faire un comité de normalisation en Côte d'Ivoire. On n'en parle pas, on laisse faire. Mais si on laisse faire au niveau des fédérations, on va également laisser faire au niveau de la Confédération africaine de football. Infantino va tirer les ficelles. Il va imposer son candidat. Son candidat va pratiquement peut-être gagner. Et ça, c'est parce que nous, en Afrique, on ne se prend pas en charge. C'est parce qu'on ne s'est jamais pris en charge. C'est parce qu'on ne dirige pas notre football de manière très saine que tout ça nous arrive. On soupçonne souvent Ndaïdom, la FIFA d'être derrière. Mais qui peut être le candidat de Gianni Infantino, par exemple, parmi les quatre? Écoutez, ça c'est des supputations. On a parlé de Motsepe, on a parlé d'Ahmed Yahya. On n'a pas parlé une seule fois d'Augustin Senghor ou de Jacques Anouma. C'est clair qu'il y a certaines rumeurs qui en parlent. Mais est-ce qu'ils ont tous les deniers? Puisque Ahmed Yahya, il a dit carrément, il n'est ni le candidat de la FIFA, personne ne va jamais assumer ça. Et pourtant, il est très proche du président de la FIFA. Il est très proche, non seulement les actes qu'il pose, non seulement il est proche dans les faits de Gianni Infantino, mais les actes qu'il pose. Parce qu'après la validation des candidatures et qu'on lui ait dit que le 28 janvier, il devrait passer avec Motsepe, mais il n'a rien dit sur le coup. C'est peut-être après qu'on a tout actionné en coulisses. Et il a sorti cette lettre vraiment très virulente. Et donc ça montre que, je veux dire, il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans son combat. Parce que c'est les mots qu'il faut dire. Il n'est pas seul dans son combat. Maintenant, une institution ne dira jamais c'est tel mon candidat. Mais ce candidat sait qu'il a cette institution derrière lui et qu'il a la force avec lui. Donc on l'a senti avec Ahmad. Quand il est venu, personne ne l'attendait. Mais après coup, on a su que c'était le candidat de la FIFA. Aujourd'hui, c'est Gianni Infantino, Ahmad ne l'arrangeait plus. Il l'a mis de côté, de manière très, très brutale. Et aujourd'hui, il cherchait quelqu'un d'autre. Et si on voit la politique de la FIFA depuis qu'Infantino est là, l'Afrique est sa priorité. Je devrais même dire l'Afrique est sa chose. Il veut en faire un peu validé par rapport à ses ambitions, par rapport à sa vision du football. Voilà, c'est ce qu'il veut faire. Et donc, il lui faut un homme qui puisse répondre de tout cela. Ahmad ne répondait plus à cela, donc il le met de côté. C'est normal qu'une institution cherche quelqu'un qui l'arrange. Mais maintenant, il ne peut pas le faire en Europe peut-être. Il ne peut pas le faire au niveau de la CONCACAF. Mais en Afrique, il croit qu'il peut le faire. Parce que jusqu'ici, ça a bien marché. Maintenant, quand Fatma Samoura est venu pour la mise sous tutelle, il y a eu des voix qui se sont élevées. Et c'est pourquoi cela n'a pas été renouvelé. Et cela n'a pas plu à Gianni Infantino. Et c'est peut-être ça qui a créé la rupture définitive avec Ahmad. Au niveau du comité exécutif, on sent qu'il y a des hommes
qui ne veulent pas de ça, qui ne veulent pas de cette tutelle de la FIFA, par force, de cagoule de force même, je devrais dire, qui ne veulent pas de ça. Maintenant, est-ce qu'ils sont assez nombreux, est-ce qu'ils sont assez forts pour pouvoir faire face à la FIFA? Parce que la FIFA est très puissante aussi. La FIFA est extrêmement puissante. Et donc, il faudra voir comment gérer tout cela pour pouvoir, par rapport à cette élection, régler beaucoup de choses. Peut-être ne pas défier la FIFA, mais avoir un candidat qui puisse traiter d'égal à égal avec les autres confédérations, d'égal à égal avec Gianni Infantino, même si c'est la FIFA qui gère la gouvernance mondiale du football, mais au moins avec respect. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que s'il a son candidat, je ne pense pas que ces rapports de respect puissent pouvoir se faire, mais ce sera plutôt des rapports de vassalisation. Harouna Dème, les journalistes sont généralement très bien informés. Vous avez certainement une idée sur le candidat de Gianni Infantino dans cette élection du 12 mars. En tout cas, j'ai une idée des deux qui ne sont pas ses candidats. C'est clair, c'est les deux qu'on a validés. Ni Augustin ni Anouma ne sont les candidats. Ça, entre les deux autres, qui est son candidat, les actes qu'il pose trahissent un peu la pensée et on sent que ceux qui sont manipulés, qui sont appelés à devenir les marionnettes, parce qu'Ahmad a joué le rôle de marionnette aux mains d'Infantino pendant 4 ans. Il veut se trouver une nouvelle marionnette. Ce sera entre Motsepe, qui n'a pas le temps de s'occuper du football africain. Il est milliardaire, il s'occupe de ses entreprises. Il va être président de la CAF. Ce sera un président par procuration. La FIFA va se contenter de lui dire on veut ça. Il va exécuter par les hommes qu'il va placer là-bas. Parce qu'on sait tous qu'en général, les présidents qui dirigent ces genres d'instances-là ont leurs hommes de main qui se chargent de la sale besogne, entre guillemets. Aujourd'hui, Augustin Senghor ou Anouma ont suffisamment de personnalité et de poigne, sont suffisamment respectés dans le monde pour ne pas mettre en jeu leur crédibilité en étant à la solde d'un président de la FIFA ou d'une quelconque structure. Je n'en dirais pas autant d'Ahmed Yahya. Il serait prêt à se mettre à genoux. Bon, c'est mon point de vue. Il serait prêt à se mettre à genoux s'il sait que Infantino peut le faire élire président de la CAF et que derrière, bon, il va faire ce que le gars veut. C'est aussi simple que cela. Et il sera un certain exécutant. Comme un peu on nous a sorti Ahmad, qui vient d'un petit pays, entre guillemets, de football africain à l'époque, que personne n'a vu Madagascar. Et aujourd'hui, on veut nous mettre aussi le Mauritanien de la même manière parce qu'il est plus manipulable et malléable. Ou on veut nous mettre Motsepe qui n'a pas le temps de s'occuper du football, qui va se mettre dans ses affaires. Et la CAF sera là, dirigée à distance par la FIFA, à la merci des décisions de la FIFA. Aujourd'hui, il a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on a arrêté tout le processus? Tout simplement parce que Drogba est le candidat de la FIFA et la FIFA tient à ce qu'il soit de gré ou de force candidat à la présidence. Ils ont arrêté tout le processus. À chaque fois qu'un acte a été posé, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ne répondaient pas au cadre juridique. C'est normal que la FIFA rappelle à l'ordre. Mais de là à dire que s'il n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection, mais c'est pas, de toute façon, il aurait pu aller aux élections et se faire battre. Parce que le monde du football ivoirien ne voulait pas de lui. Et la FIFA veut l'imposer à tout prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui à la CAF. Il y a des gens qui sont à la CAF. On a parlé du vice-président de la CAF qui, dans son communiqué, le communiqué qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? La FIFA s'implique parce que le futur président de la CAF sera vice-président de la FIFA. Quand on organisait des élections dans les autres continents, dans les autres confédérations, la FIFA n'ose pas venir s'impliquer de la sorte. Elle a son droit de regard à cause des questions d'éthique qu'on met en avant. Mais aujourd'hui, en parlant d'éthique, Infantino, c'est la personne la moins indiquée aujourd'hui dans le monde du football pour faire la leçon d'éthique aux autres. Ce n'est pas plus tard qu'avant-hier qu'un tribunal suisse l'a débouté de toutes ses demandes en disant qu'il a commis des fautes qu'on peut considérer comme des infractions au code d'éthique même de la FIFA. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait ça, Ahmad, quand il l'a fait, on l'a suspendu et on l'a sorti de la liste des candidats. Aujourd'hui, il devait être suspendu. Vous avez tout à l'heure dit, est-ce qu'il ne se tourne pas vers, comme des hommes dit, il fait de l'Afrique son jouet? Parce qu'il a besoin des voix de l'Afrique. Il a besoin d'un président qui exécute les ordres, qui pousse les autres présidents à être derrière lui. Parce qu'il y a des présidents qui refuseront toujours qu'on les oblige à voter dans un sens ou dans un autre, parce qu'ils ont leur conscience et leur liberté de vote. Il y a d'autres pays où la FIFA va imposer, aider tellement ces dirigeants-là, qu'ils seront à sa solde et qu'ils seront obligés de voter pour lui. Il n'a plus les voix, en tout cas de la majorité de l'Europe. Avec Tcheferine, les relations sont très glaciales. Ce n'est pas seulement Tcheferine, la majorité des pays européens aujourd'hui sont en guerre avec la FIFA.
par rapport aux réformes qu'ils veulent instaurer. Ils se tournent vers l'Afrique, ils nous proposent des Ligues des Champions avec les 20 meilleurs, toutes ces choses-là, c'est de la corruption déguisée. On n'a qu'à laisser le football africain s'organiser à son niveau et que les dirigeants africains, comme je l'ai dit dans une aient le courage de prendre leurs responsabilités, de s'assumer et de faire avancer le football de ce continent-là. Ouais. Certainement, le temps d'une élection, le film Le Parrain va être joué sous nos tropiques. Et Infantino sera le parrain de qui, selon vous, dans cette élection? En fait, je pense, moi, j'aime beaucoup les faits. Je pense que c'est très, très important sur ces élections-là. On peut toujours s'assurer que c'est telle personne, oui. Mais il faut dire avec les faits. des indices... Très, très clairs, hein, parfois, oui. Mais je pense tout de suite, c'est Varor qui a dit ça. Il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités. On demande l'élection du président de la CAF, des membres du comité exécutif et des représentants. C'est aux Africains de donner leur avis. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les Africains sont prêts à élire leur président ou bien on doit leur imposer des présidents de substitution? Parce que la plupart du temps, ce qu'ils ne comprennent pas, la FIFA appartient à tout le monde. L'argent que la FIFA leur distribue, c'est leur argent. Parfois, certains même, le comble, certains même ont du mal à aller prendre cet argent-là parce qu'ils ne savent même pas comment faire. Comment faire, par où passer. Donc c'est ça, je pense qu'il faudrait que les gens reviennent. Aujourd'hui, le football, ce n'est plus un jeu. C'est un jeu avec, ou bien c'est un jeu avec lequel on ne joue plus. On demande, comme les gens aiment le dire, la CAF est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, la CAF a besoin de... On a 54 fédérations, on a de grandes salles dans le monde, on a une compétition qui attire beaucoup de monde. Maintenant, il faut un homme responsable à la tête de cette institution pour faire marcher les choses. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que Infantino va venir diriger les gens? Ça dépend des gens. Pour moi, ça dépend forcément des présidents de fédération. L'argent de la FIFA, c'est leur argent. Infantino ne va pas mettre un pistolet à ta tempe, tu dis vote par-ci, vote par-là, si tu ne veux pas voter. Le vote est secret. Le vote est secret. Maintenant, c'est aux gens de prendre leur responsabilité. Cette affaire-là, je pense que c'est aux gens de prendre leurs responsabilités. Ils éliront le président qu'ils pensent être le meilleur profil. Et je pense que notre candidat, le candidat du Sénégal a le meilleur profil. Demba Varor, qu'est-ce qui pourrait lier Infantino à Motsepe et à Ahmed Yahya au point que le président de la FIFA puisse manœuvrer pour eux dans cette élection? Je ne sais pas exactement. Je sais peut-être qu'ils ont essayé de sonder pratiquement plusieurs présidents pour voir s'ils peuvent avoir une main ici à la CAF. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, depuis que Infantino est arrivé, je pense que c'est en 2016 ou 2017, 2016 qu'il est arrivé, 2016. La FIFA est beaucoup plus active, essaie d'avoir des compétitions autres que la Coupe du Monde, parce que la FIFA veut avoir également une très bonne, plus d'argent. C'est pourquoi ils sont en train de réformer, de créer beaucoup plus de compétitions, comme la Coupe du Monde des clubs qui vont élargir. Ils veulent gagner beaucoup de marchés. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 1 ou 2 ans, il est parti à Madagascar et dit il faut que l'Afrique également commence à construire beaucoup plus de stades. Avoir de bonnes pelouses. Avoir de bonnes pelouses. Parce qu'il y a également la Chine qui se cache, entre guillemets, derrière. Parce que la Chine veut beaucoup de marchés en Afrique. Shanghai a été désigné pour la Coupe du Monde des clubs réformés, pour abriter la Coupe du Monde réformée. La Chine est puissante en sponsoring, que ce soit avec les droits télé et que ce soit avec les marchés des infrastructures. Et aujourd'hui, quand on regarde, c'est pratiquement l'Afrique qui peut avoir cette offre-là de marché. Donc, tout ça, c'est lié. Et maintenant, pour avoir une main ici, il faut trouver un président qui puisse accepter cela. Et je pense qu'ils ont dû sonder tout le monde. Et le président, il y a un des 5 candidats qui a peut-être accepté l'offre de la FIFA. Parce que tous les présidents veulent être président de la CAF. Qu'on soit candidat ou pas, j'en suis sûr que tous ceux qui dirigent les fédérations africaines veulent être président de la CAF. Si aujourd'hui, la FIFA vient te proposer pour que tu puisses être son candidat et que tu savais que tu n'avais aucune chance si la FIFA ne te sponsorise pas, mais tu vas dire oui.
tu vas dire oui. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ouais, avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, on va évoquer brièvement... Oui, je voudrais juste revenir sur cet aspect économique dont parlait Varor. Ouais. Il faut comprendre qu'au niveau de l'Europe, disons, tous les marchés sont fermés. Et là, c'est des structures très puissantes, aussi que ce soit les clubs, que ce soit les associations nationales, que ce soit l'UEFA. Mais au niveau de l'Afrique, on peut dire que le terrain est vierge. Le terrain est vierge en matière de compétition, parce qu'on n'a pas assez de compétition, aussi bien pour les sélections que pour les clubs, en matière d'infrastructure, pour pouvoir faire tout cela, en matière de sponsoring qui accompagne tout cela. Donc voilà, c'est un terrain vierge pour la FIFA, aussi bien que pour tout ce qui est sponsor, tout ce qui est mécène, tout ce qui est société, pour pouvoir chercher de l'argent à travers le sport. Et donc c'est ça qui fait qu'on met la pression sur l'Afrique. Et malheureusement, à certains endroits, on manque de leadership. Malheureusement, on manque de leadership. On dit qu'on crée des compétitions et on demande aux Africains de diminuer leur compétition entre les deux, puisqu'on nous veut une canne tous les 4 ans. Mais entre les 4 ans, on va mettre autre chose. C'est clair qu'entre les 4 ans, on va mettre autre chose. C'est pour pouvoir utiliser ce temps. Voilà, c'est à leur profit. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un homme fort au niveau de la CAF, un homme qui a du leadership, un homme qui puisse traiter d'égal à égal, aussi bien avec la FIFA qu'avec les autres confédérations, et qui puisse y avoir le respect pour cette Afrique-là qui aujourd'hui est un terrain vierge et qu'ils veulent tous exploiter pour le profit de leur caisse, que ce soit la FIFA, que ce soit les mécènes et les sponsors. Je voudrais qu'on évoque rapidement la validation partielle des candidatures de Motsepe et de Ahmad Yahya. Validation ou validation? Parce qu'il y a eu une validation partielle, okay. Sous réserve des contrôles supplémentaires et de l'audition le 28 janvier. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces validations partielles? Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher au point que le comité, la commission de gouvernance veuille faire des contrôles supplémentaires? Écoutez, un dossier, je pense que pour ce qui est des présidents, c'est peut-être plus cet aspect éthique qui pose problème à toutes les institutions, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF. Dans toutes les institutions, on voit ce genre de problème. Et le fait que Ahmad ait été suspendu, surtout par rapport à ce problème, fait qu'on regarde à 2 fois les dossiers avant de pouvoir les valider. Les fameux billets de la Oumra. Les fameux billets de la Oumra et les cadeaux et tout ça, ce qui... c'est interdit par le code d'éthique de la FIFA. C'est interdit par le code d'éthique de la FIFA. Et Blatter, aussi bien que Platini, sont tombés par rapport à ces aspects, entre autres. Donc aujourd'hui, cet aspect éthique est hyper important pour ce qui est de la gestion de ces institutions, pour ce qui est du profil des personnes qui doivent accéder à la présidence de ces institutions. On n'a rien pu reprocher à Augustin Senghor, on n'a rien pu reprocher à Jacques Anouma. Aujourd'hui, on parle de Motsepe qui est un homme d'affaires, avec tout ce que cela implique. On parle de Ahmed Yahya, qui était peut-être dans la cour de Ahmad, avec ces histoires de Oumra et autres. D'autres l'ont soulevé. Est-ce que ce sont ces aspects qui ont fait qu'on leur a demandé d'amener des compléments d'information, entre guillemets, par rapport à leur dossier? Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une tache noire quelque part dans leur dossier qui fait que quand on voit comment se déroulent les choses et tout ce qui se passe dans l'écosystème du football et du sport de manière générale, cet aspect éthique est aujourd'hui le critère numéro 1 pour ce qui est de la gouvernance des choses publiques, des choses de la cité, par rapport aux hommes qui doivent présider à cela. Aruna, un mot sur ces 2 candidatures-là, Motsepe et Ahmad Yahya, retoqués par la commission de gouvernance? Je pense que c'est lié à leur secteur d'activité, parce qu'ils sont dans les affaires. Et forcément, vous déposez un dossier, on vous demande de venir compléter pour être auditionné, puisque c'est le terme qui a été utilisé. Parce que les gens ont des questions à leur poser, peut-être sur leur fortune, sur leur manière d'être par rapport à leurs activités professionnelles, parce que c'est les deux, censés, entre guillemets, être les hommes d'affaires les plus riches du groupe, surtout Motsepe, qui est milliardaire. Ahmed Yahya, il est dans les affaires aussi. On l'accuse en Mauritanie de choses, entre guillemets, liées à des... C'est encore à l'état d'accusation, de rumeurs dans son propre pays, à des histoires liées aux événements de 89, les négros africains autres. Ça fait débat dans son propre pays. Donc, la commission d'éthique est en droit de s'interroger et de poser la question directement aux concernés. Maintenant, la question, c'est pourquoi la CAF et la FIFA s'empressent d'empêcher qu'on les auditionne? Peut-être que parce que les gens n'ont pas envie qu'on les pose les bonnes questions
sur des problèmes d'éthique qui peuvent demain être source de problèmes au niveau de la CAF. Salif Diallo, sur ces validations partielles pour Motsepe et pour Ahmed Yahya. Apparemment, on peut penser effectivement pour le président Ahmed Yahya, ce fameux Umrah à la Mecque, parce que c'est une des accusations qui ont fait tomber le président Ahmad Ahmad. Il lui reprochait ce voyage-là organisé. L'acceptation et la distribution de cadeaux est interdit par le code d'éthique de la FIFA. L'autre chose, pour Motsepe, les gens parlent de la célébration des 50 ans. Là, parce des Mamelou du Sundance. C'est ça, il a invité des présidents de fédérations africaines qui sont supposés être des électeurs. Donc c'est pour les amadouer ou pas? Bon, ça, les gens supposent. C'est ça. Donc, c'est peut-être une corruption déguisée. Déguisée, les gens ont pensé à ça. L'un dans l'autre, ils n'ont pas. Quand le premier communiqué est tombé, personne n'a rien dit. Au contraire, les gens ont dit qu'ils vont aller répondre avec enthousiasme. Qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures pour que tout change? On a activé des leviers en coulisses. C'est ça la grosse question. Leurs parrains, on leur a demandé. Demba Barrow, est-ce que si l'on va jusqu'au bout de la logique en respectant le code d'éthique de la FIFA, est-ce que les candidatures de Ahmed Yahya et de Motsepe devraient passer? Je ne sais pas, parce que pour être honnête, je ne sais pas s'ils sont mouillés dans quelconque affaire. Ahmad ne peut pas tomber seul, hein. Il y avait des gens qui étaient autour. Oui, mais même ces gens-là, aujourd'hui, est-ce que ces gens-là ont utilisé l'argent de la CAF? Est-ce que... pour la Umrah, en tout cas, c'est pourquoi il est suspendu 5 ans. Oui, mais est-ce qu'ils savaient? Parce que c'est un cadeau qu'on leur a offert. Non. Est-ce qu'ils savaient que c'était de l'argent de la CAF? Bien sûr, c'est dans le rapport. C'est clair. Oui, parce que la FIFA a enquêté là-dessus. Et je pense c'est le président qui est au courant. On va attendre l'enquête, parce que moi, je ne peux pas encore me prononcer, parce que, sincèrement, je n'étais pas en coulisses, je ne sais pas s'ils ont... Mais personne n'était en coulisses ici. Non, on ne sait pas, peut-être que tu es plus informé. Mais ce qu'on lui a reproché au niveau de communiqué de la FIFA, ça a été écrit de manière claire. Peut-être que tu es plus informé, parce que je ne peux pas savoir si on a quelque chose à reprocher à Ahmed Yahya ou à Motsepe. Non, de toutes les façons... Non, Ahmad, on lui a reproché d'avoir organisé un voyage... Ahmed Yahya, je voulais dire. Attendez. Ahmad, le président de la CAF, on l'a opposé, d'avoir organisé une Umrah avec l'argent de la CAF. Avec des chiffres bien précis, avec des bénéficiaires connus. Avec des présidents. Il n'était pas seul, Ahmed Yahya n'était pas seul, il y avait d'autres présidents de fédération africaine. Mais maintenant, comme l'a soulevé Boub par rapport aux articles, les cadeaux et ceux qui donnent les cadeaux... Et l'acceptation des cadeaux. Non, dans le cadre privé. Dans le cadre privé, je pense qu'Ahmed a le droit de voyager avec des présidents de la CAF avec son argent privé. C'est possible. Donc, si aujourd'hui, moi je suis ami avec Ahmed m'invite pour qu'on parte à la Umrah, je peux me dire que c'est avec son argent personnel. Donc, rien ne dit qu'au moment d'aller à la Umrah, que c'était l'argent de la CAF. Donc, Ahmed Yahya pouvait ne pas être au courant au moment des faits que c'est l'argent de Ahmed. C'est pourquoi je dis... on se base sur l'enquête de la CAF, l'enquête de la FIFA, dans l'enquête de la CAF, il savait que c'est la CAF qui finance. A établi que l'enquête s'est faite au bout de 2 ans et on en a conclu que c'est l'argent de la CAF. Dans l'enquête, on n'a jamais dit que les présidents de clubs, les présidents qui sont allés à la Umrah étaient au courant. On va jamais te demander, on va le dire. Si. Pourquoi? Mais le voyage a été organisé par la CAF. Non, le voyage a été organisé... Non, par la CAF. Ahmad l'a organisé pour le compte de la CAF. Ahmad l'a organisé pour le compte de la CAF. Ça, c'est après enquête qu'on l'a découvert. On peut, de façon, je ne sais pas, pour le bénéfice du doute, dire que peut-être Ahmed Yahya n'était pas au courant, et les autres n'étaient pas au courant que c'était l'argent de la CAF. Pour vous, il a eu des circonstances atténuantes. Juste parce qu'on ne l'a pas encore jugé sur ça. On n'a pas enquêté. Dans l'enquête, on n'a pas donné de détails pour dire que Ahmed Yahya était au courant et que les autres étaient au courant que c'était l'argent de la CAF. C'est comme le bénéfice du doute dont a bénéficié Infantino actuellement par rapport à ses comment s'appelle, acquaintances avec le juge le procureur général helvétique. Maître Michel et les membres de sa commission vont lui demander. Les gens disent que ça va être jugé, ce truc-là. Là, on vient de terminer la première partie.
du club des sports. C'est vrai qu'on ne peut pas épuiser ce sujet très, très passionnant en 30 minutes. On aura d'autres occasions d'en parler. Le deuxième thème porte sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui démarre à partir de ce samedi au Cameroun jusqu'au 7 février. Et ce sera en direct sur RTS 1 et sur RTS 2. Chaque jour, on vous propose un match à 16h sur RTS 1 et à 19h sur RTS 2. Ndaye Dom Diouf, ce CHAN organisé dans ce contexte de pandémie, avec toutes ces contraintes, est-ce que cela ne vous pose pas trop de problème, vous? Bon, comme toutes les compétitions, et peut-être plus en Afrique qu'ailleurs. Parce que déjà avec le Cameroun, il y a eu beaucoup de soucis par rapport aux infrastructures notamment. Et aujourd'hui, ce CHAN va être un test de grandeur nature pour le Cameroun qui va accueillir l'année prochaine la grande compétition. Donc, on va voir un peu la capacité de ce stade, ce que cela va donner. C'est vrai qu'il y aura peu de public parce qu'il y a une jauge qui a été accordée pour le public. Mais ce sera d'abord sur le plan organisationnel parce qu'on prie que cette pandémie se termine rapidement et donc voir un peu comment on va gérer dans ce contexte particulier de pandémie et avec aussi bien les joueurs qu'avec le peu de public qui va faire ces déplacements. Donc ce sera l'occasion de juger de la capacité des dirigeants africains à pouvoir organisé dans des contextes assez particuliers. Parce que partout dans le monde, on organise. Partout dans le monde, les gens jouent, que ce soit au football, que ce soit au basket. Aujourd'hui, en Afrique, avec ce CHAN, c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de monde qu'avec la CAN, mais ce sera déjà un test pour voir. Surtout par rapport aux infrastructures, parce que c'est ça qui posait beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, les gens se disaient, est-ce que le Cameroun sera prêt pour pouvoir organiser cette compétition? Aujourd'hui, ça a pu se faire, ça va démarrer samedi. Donc, on va voir ce que cela va donner, surtout par rapport à l'organisation, parce que c'est 3 villes qui sont quand même assez distantes, les deux capitales Douala, Yaoundé et Lembe. Ces nouveaux stades, parce qu'il y en a, et les stades rénovés. Maintenant, la fonctionnalité de ces stades, qu'est-ce que cela va donner? Donc, c'est vraiment un défi organisationnel, aussi bien pour les Camerounais que pour la CAF qui va superviser tout cela, parce que c'est la CAF qui a donné son aval pour que le Cameroun organise au moment où les gens se demandaient si cela allait pouvoir se faire ou pas. Arona, est-ce que le Cameroun peut relever le défi de l'organisation dans ce contexte de Covid? Je pense que oui, compte tenu du fait que ce sera quasiment, pour ne pas dire, ce sera à huis clos. Mais ça ne devrait pas permettre au Cameroun de jauger réellement de ses capacités à accueillir la CAN 2022. Parce que si jamais la prochaine CAN doit se jouer avec le public, ça change la donne en partie. Là, il y a un peu de public, hein, oui, mais c'est quasiment, 25% de capacité. C'est quasiment à huis clos. Ça va être. Vous voyez dans un stade de 50 000 places où vous avez 5 000 personnes, ce n'est pas la même chose que quand le Cameroun joue dans un stade rempli. Les conditions d'organisation ne seront pas les mêmes. Maintenant, il y a le fait que ça intervient dans un contexte assez particulier. On est dans une période de Covid. Ça va leur permettre justement de voir, en tout cas au niveau de la gestion des autres aspects. Et peut-être aussi voir un peu l'état de leur stade. Ils ont fini des stades. Ils vont voir maintenant comment organiser tout autour de ces stades-là. L'accès, la sécurité, c'est des choses, le déplacement des équipes, c'est des choses qui peuvent leur servir en termes d'expérience par rapport à la CAN qui va arriver en 2022. On espère simplement que les Camerounais seront à la hauteur parce qu'ils ont eu beaucoup de mal quand même à finir leurs infrastructures, à mettre en place quelque chose pour pouvoir accueillir ces compétitions-là. Le contexte n'est pas très favorable par rapport aux équipes même qui participent parce qu'on voit que c'est assez compliqué avec des tests, les veilles de match, tests Covid tout le temps, les déplacements, les longues distances. On sait qu'en Afrique aujourd'hui, il y a ce facteur transport aérien qui constitue un véritable casse-tête pour les organisateurs des compétitions. Il est très difficile de se déplacer sur le continent. Et là, ça va peut-être jouer un peu, mais le regret peut-être pour nous autres Sénégalais, c'est de voir que notre équipe, pour une fois encore, n'est pas été capable de se qualifier à un CHAN. La dernière fois, c'était en 2011. On a fait les 2 premières éditions. Depuis,
on est aux abonnés absents. Ouais. Depuis ce Covid-là, depuis cette pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des matchs entre sélections, des compétitions interclubs, mais c'est la première fois que l'Afrique organise une compétition de cette envergure. Et forcément, tous les yeux seront braqués sur le Cameroun pour voir est-ce que ce pays va pouvoir organiser ce tournoi-là dans de très bonnes conditions. Une sorte de répétition générale avant la CAN de l'année prochaine. C'est clair, hein, parce qu'à Rabat, il y a eu cette fameuse bulle en Coupe de la Confédération avec 4 équipes, mais ça n'a rien à voir avec ces équipes. Effectivement, c'est un gros challenge, mais la CAF est obligée d'organiser sa compétition. Depuis combien d'années on est en train de reporter, Il y a eu beaucoup de déceptions côté camerounais avec ces reports successifs. Le Cameroun a organisé aussi en 2016, il ne faut pas l'oublier, la CAN féminine. Ça a été un gros succès. Vraiment, il y a eu des affluences monstres pour le football féminin. C'était impensable, incroyable que les Africains étaient aussi derrière le football féminin comme le football masculin. Maintenant, le Cameroun, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour les stades, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Mais l'autre question qu'on doit se poser, c'est la question sécuritaire. On y reviendra. C'est le dernier sous-thème. C'est ça. Donc, donc, je laisse tomber ça. Donc, mais il est normal aujourd'hui que l'Afrique, que la CAF, que le Cameroun reçoivent l'Afrique. C'est bien d'organiser cette compétition-là parce que ça jauge vraiment le football africain à la base. Parce que c'est le football local, c'est les sélections locales, c'est les joueurs qui évoluent dans leur championnat. Même si je pense que la CAF doit réfléchir à ouvrir ça à tous les joueurs qui évoluent sur le continent africain. Par exemple, un Khadim Ndiaye soit susceptible d'être sélectionné pour le Sénégal puisqu'il joue au Real dans un club africain. Que les Sénégalais qui jouent au Maroc, en Afrique du Sud, au Cameroun, puissent jouer, c'est ça, cette ouverture-là. Mais oui, mais il était temps vraiment pour que la CAF organise une compétition grandeur nature et ça tombe dans un grand pays de football qui se trouve être le Cameroun. Ouais, c'est vrai que Demba Varor, ça sera une compétition sans le Sénégal. Hein. On va suivre avec un goût amer, mais au plan organisationnel, est-ce que vous pensez que le Cameroun peut relever le défi, le challenge? J'ose espérer, parce que comme je le disais tantôt, on doit en Afrique vraiment arrêter à être des gagne-petits. On doit commencer à avoir beaucoup d'ambition. On doit commencer à prendre des challenges. L'Europe a organisé sa Ligue des Champions. L'Europe est en train d'organiser d'autres compétitions, que ce soit au football ou dans les autres disciplines, alors que l'Europe est très touchée. Les États-Unis, pareil. Pourquoi nous, ici en Afrique, on ne se prend pas en charge? Il faut qu'on commence à avoir beaucoup plus d'ambition qu'avant, qu'on sache que nous-mêmes, on peut organiser tout ce qu'on veut. Mais il va falloir qu'on ait beaucoup plus de sérieux, qu'on ait beaucoup plus d'ambition pour le faire. Je ne vois pas pourquoi le Cameroun ne puisse pas vraiment organiser de manière très belle cette compétition-là. Surtout que le protocole sera moins lourd que la CAN. Parce qu'il y a moins d'équipes déjà. Il y a 16, alors que la CAN maintenant, c'est une CAN à 24. Donc c'est plus lourd. La CAN demande 6 stades. Le CHAN, il n'y a que 4. Et on sait que les sélections locales sont moins suivies que les sélections A. Donc je pense que vraiment, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes pour le Cameroun. Au moins au niveau organisationnel, peut-être au niveau sécuritaire, on ne sait pas. Parce que là, je pense que ça dépasse même des fois l'État. Ouais. Au niveau sécuritaire, justement, il y a ce conflit au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun depuis quelques années maintenant, avec énormément de morts. Et on a toujours en tête cette fusillade dont a été victime l'équipe du Togo lors de la CAN 2010 dans l'enclave du Cabinda en Angola. Est-ce que Ndaye Dom Diouf, vous pensez que l'État camerounais et la CAF ont pris les bonnes mesures pour anticiper tout cela et mettre les équipes devant évoluer, surtout à Limbé, dans un environnement de sécurité optimale? Écoutez, je pense que c'est une donne très sérieuse qu'ils ont intégrée, d'autant plus que le Cameroun connaît très bien cette zone avec tout ce qu'il y a comme insécurité, parce que ça fait des années quand même qu'ils vivent dans cette atmosphère. Et aujourd'hui, comme l'a dit, cela dépasse carrément l'État, parce que c'est peut-être une zone où il y a les pays frontaliers. Et donc, c'est vraiment une question sécuritaire qui est plus sous-régionale que même au niveau de l'État camerounais. Et aujourd'hui, avec ce CHAN, c'est tout le monde qui s'implique. Il est clair
je pense que l'UA ne croise pas les bras par rapport à cette affaire. Parce que c'est une question sécuritaire qui implique toute l'Afrique. Ces 16 pays qui sont qualifiés et qui doivent jouer à partir de samedi, ils ne sont pas seulement sous l'aile sécuritaire du Cameroun. Tous les pays impliqués ont un œil là-bas. Tous les pays qui sont qualifiés ont un œil au niveau du Cameroun par rapport à cette question sécuritaire. Et tu as bien fait de le rappeler avec ce qui s'est passé dans l'enclave de Cabinda. C'est resté dans les mémoires. Et donc, ça également, c'est un élément qui peut-être va permettre de mieux cadrer cet aspect sécuritaire et de permettre à l'État camerounais, à tous ceux qui sont impliqués dans cette gestion de la sécurité, et de pouvoir prendre les dispositions. Mais je pense que quelque part aussi, cette situation particulière de Covid peut aider parce qu'il n'y a pas de public. Il y a moins de monde à gérer. Et donc tout ça, c'est des paramètres dans la sécurité qui comptent et qui peuvent aider par rapport à la stratégie qui sera mise en place pour pouvoir protéger aussi bien les équipes, les staffs, que le peu de public qui est sur place et qui devrait pouvoir suivre ça. Arunadam, est-ce que ce n'est pas finalement risqué de faire jouer les équipes qui sont dans la poule basée à Limbé, d'autant plus que les séparatistes ont fait une menace il y a quelques jours allant dans le sens de troubler ou peut-être d'en venir à perturber au plan sécuritaire cette région-là? Je pense que l'avantage, c'est vrai qu'il y a le défi de l'organisation. Le plus gros défi pour le gouvernement, l'État camerounais par rapport à ce champ-là, c'est justement la sécurité. Faire en sorte que ces attaques où on voit, que ce soit dans le nord du Cameroun ou au Nigeria, des membres de Boko Haram ou d'autres groupes terroristes, il y a quelques jours dans le où on kidnappe des élèves et tout, où on tue des gens par centaines, le défi, il se trouve là, justement. Faire en sorte que ceux qui viendront à ce champ-là soient dans des conditions de sécurité, ou ceux qui aspirent, comme les mouvements armés qui menacent justement de perturber, ne puissent pas agir. Parce que si jamais ils posent un acte, même s'ils ne touchent pas les équipes, les yeux de l'Afrique, quelque part, les yeux du monde seront braqués sur le Cameroun pendant ce champ-là. Il suffit d'un petit incident pour qu'on en oublie le football, qu'on oublie tout ce qui a été fait de bien autour de l'organisation, pour dire tout simplement qu'il y a échec, parce que quelqu'un aura réussi à tirer un coup de feu, à faire ce qu'il veut. Donc c'est là où se situe le grand défi pour le Cameroun aujourd'hui. Le reste de l'organisation, vu le contexte sanitaire, sera facile à gérer parce qu'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de supporters autres. L'erreur, de mon point de vue, je pense que le gouvernement camerounais a voulu montrer qu'il a une main sur tout son territoire, mais il aurait été plus intelligent de décentraliser, d'organiser les matchs dans les villes où il y a moins de sécurité. Comme ils l'ont fait, je pense qu'il y a 2 poules qui sont basées à Yaoundé. Ils auraient pu faire en sorte de ne pas jouer dans des zones où l'insécurité est la plus marquée au niveau national. Mais c'est une question aussi de fierté nationale pour montrer que l'État a une mainmise. Ils ont peut-être les moyens sécuritaires aujourd'hui quand même d'assurer la sécurité des joueurs, des participants à la compétition. Et comme il n'y a pas de public, il n'y a pas de mouvement de foule à gérer autour, même s'il n'y a qu'un petit public, mais la question demeure. Il faudrait que le Cameroun réussisse à faire en sorte qu'il n'y ait pas le moindre incident. Parce qu'au cas où il y en aurait, ça voudra dire qu'il y a un échec quelque part dans l'organisation de cette compétition, une tâche qui va un peu noircir le tableau, quelle que soit la beauté de la fête de notre côté. Et je pense qu'ils ont les moyens aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont donné comme garantie. Je pense que la CAF n'aurait pas pris le risque de valider la tenue des matchs à Limbé s'ils étaient convaincus que le dispositif sécuritaire proposé par le gouvernement camerounais n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Salif, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport surtout à cette poule qui joue à Limbé, alors que les conditions sécuritaires ne sont pas très réunies? Il ne faut pas aussi tomber dans la paranoïa. C'est vrai qu'il y a eu cet épisode très très douloureux de Cabinda en 2010, mais il ne faut pas tomber quand même dans la paranoïa aussi. Je pense que le Cameroun, tout le monde reconnaît ça, c'est un banc d'essai avant la CAN. Vous imaginez un peu, pour des questions d'autorité, que le Cameroun ne fasse pas le champ à Limbé, quand même, c'est dans le territoire camerounais. Ils sont obligés maintenant. Les gens doivent redoubler d'efforts. Rappelons-nous qu'avant la CAN 2019 en Égypte, les gens avaient demandé qu'à ce que... bon, il y avait
des menaces terroristes, et ainsi de suite. L'Égypte, on sait un peu, il y a une situation sécuritaire extrêmement compliquée. On sait aussi qu'en Afrique du Sud, en 2010, les télés européennes, les médias européens avaient glosé, avaient raconté beaucoup de choses sur l'insécurité en Afrique du Sud. Ça a été la meilleure Coupe du Monde de l'histoire de la FIFA. Je pense, aucune partie de ces pays n'était pas en mais guerre. il y avait quand même, il n'y avait pas la guerre. Là, c'est une autre donne. Non, mais oui, mais on sait que c'est dans aucun pays du monde, aucun pays n'arrive à régler la question du terrorisme intérieur. Même aux États-Unis. La preuve, le zéro risque n'existe pas. Le zéro risque n'existe pas. La preuve, c'est ce qui s'est passé au Capitole il n'y a pas longtemps. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais aussi il faut faire preuve. Il ne doit pas y avoir de paranoïa. Le Cameroun, c'est un grand pays. Ils vont mettre les petits plats dans les grands pour réussir. Ils ont été déjà très critiqués par rapport à l'organisation de ces compétitions-là pour qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils réussissent leur compétition. C'est vrai qu'il ne faut pas être paranoïaque d'Emba Valor, mais il faut être pragmatique. Oui, parce même si on est pragmatique, on n'est jamais à l'abri. Ouais. On n'est jamais à l'abri. Et imaginez aujourd'hui que le Cameroun dise on ne va pas jouer le CHAN dans cette zone-là parce qu'il y a un risque sécuritaire. Alors que dans un an, ou bien dans moins d'un an, tu organises la CAN. La CAN, exactement. Donc ce serait suicidaire. Ce serait dire peut-être aux séparatistes ou aux terroristes qu'on a peur d'organiser sur ce territoire-là. Et donc, les terroristes vont se dire qu'on a gagné ce territoire parce que l'État ne peut plus assurer la sécurité des gens qui viennent ici. Donc pour moi, il faut redoubler d'efforts. Il faut que toute l'Afrique continue à vraiment sécuriser cette zone-là, mais qu'on ne dise pas qu'on ne va pas jouer sur ce territoire-là. On a joué des compétitions dans des zones qui n'étaient pas vraiment... on a joué ici la CAN 92 à Ziguinchor. Et pourtant, il y avait des incidents là-bas depuis 80 ans. Mais on a joué et il n'y a jamais eu de problème à Ziguinchor. Ça s'est bien passé. Donc je pense qu'on peut valablement jouer au Cameroun et faire confiance aux forces de l'ordre, à la sécurité du Cameroun et de toute l'Afrique. Merci Demba Valor. Nous arrivons au terme de ce club des sports. Merci également à Salif Diallo, à Aruna Dem ainsi qu'à Ndaïdom Diouf. Merci à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro du club des sports. Passez une excellente fin de soirée.